Bonjour Thibaut. Salut Stéphanie. Merci beaucoup de nous accorder de ton temps. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter? Yes, je suis Thibaut Briolant, je suis CEO et cofondateur de Human Linker. 32 ans, je vis à Montpellier et donc j'ai cofondé en 2021 avec Régis Human Linker qui est une startup sales tech. Super, est-ce que tu peux nous présenter Human Linker? Ouais, bien sûr, Human Linker, c'est une startup qui développe une technologie qui aide les équipes commerciales à surperformer notamment sur la prospection. Et on va leur permettre d'utiliser l'IA au service de la personnalisation de l'expérience de prospection et de vente au global. On a fait des développements pendant plusieurs années pour créer cette technologie. On est un peu plus d'une dizaine de collaborateurs basés en France et on sert plusieurs dizaines de milliers de clients aujourd'hui dans le monde, dans 25 pays. Ça va de la TPE jusqu'au grand groupe coté en bourse. Génial, super projet. Comment t'es venue l'idée? Écoute, moi en fait j'ai commencé dans le monde de la vente en 2011. À la base j'étais bien loin du B2B et de la tech. Je travaillais en B2C, je faisais de la vente de fenêtres en porte-à-porte. Okay. Et déjà à l'époque en fait j'avais compris un petit peu comment faire la différence sur la prospection, comment arriver à être plus impactant, à avoir des meilleurs taux de retour. J'utilisais déjà des aspects un peu plus qualitatifs avec utilisant des mises en relation, utilisant plus de personnalisation dans mon approche commerciale. Et en fait, assez rapidement, je suis rentré dans le monde du B2B. Je me suis frotté en fait à ces problématiques-là de taux de retour très faible, d'aspects très chronophages dans le quotidien des sales. En fait, pendant quasiment 10 ans, je me suis confronté à des fortes problématiques sur la prospection et avec malheureusement des taux de retour en prospection qui n'ont fait que baisser depuis ce temps-là. Et en fait, on arrive en 2024 un peu à un point de non-retour. Il faut trouver d'autres solutions. On arrive aussi dans une phase où maintenant, ça fait 14-15 mois que OpenAI a sorti ChatGPT, qu'il y a de plus en plus d'utilisation de l'IA sur le marché. Donc, on se positionne comme une réponse forte à ces problématiques-là. Alors justement, comment Human Linker répond à ces problématiques? À plusieurs niveaux. Déjà, on a commencé par créer une technologie qui va analyser en profondeur tes cibles, donc les entreprises que tu vas adresser, les prospects que tu vas adresser. Donc on va aller détecter énormément d'informations. On va enrichir des données financières, RH, on va analyser des articles de presse, des posts LinkedIn. On va avoir des algos qui vont scanner toute cette data, notamment articles de presse, post LinkedIn, pour en analyser des signaux, pour arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe dans une boîte. Et derrière, on va faire le même travail pour la personne. On va aller analyser son activité sur les réseaux sociaux, son parcours, et on va même aller jusqu'à s'intéresser à sa personnalité pour savoir en fait comment il faut échanger avec cette personne. Quels sont ses codes, quelles sont ses préférences de communication. Et donc en fait, on a construit un modèle où après analyser toutes ces informations-là, on va utiliser les meilleurs frameworks de copywriting du marché et on va en fait générer des séquences, des campagnes, des emails, des commentaires ultra personnalisés qui vont être copyrightés par Human Linker grâce aussi à notre collaboration avec OpenAI, avec Mistral AI notamment. Et derrière, on va donner des choses actionnables aux équipes. Et aujourd'hui, on mesure en fait le ROI de la solution, typiquement sur le taux de reply en fait dans la prospection. Le taux moyen aujourd'hui sans Human Linker avec des templates, ça va être 2-3%. Et avec Human Linker, on va passer entre, je dirais, 8 à 30%, puisque globalement, aucun message n'est le même. Ouais. C'est-à-dire que si tu prends, je sais pas, 400 prospects, 10 étapes, tu vas avoir 4000 messages uniques qui vont être copyrightés. C'est fou. En quelques minutes. C'est une grosse avancée technologique, c'est assez compliqué à créer tout ça, mais on y est arrivé et après de dures années, maintenant on est au point. Et comment vous avez fait pour répondre au code de copywriting de LinkedIn notamment? Au niveau du copywriting, donc nous on envoie des messages LinkedIn, on pas forcément des posts. Clairement, en fait on s'adapte déjà à la taille des messages, au nombre de caractères qu'il faut. Et c'est pas forcément facile justement dans LinkedIn, parce que tu dois faire passer quelque chose d'assez direct, parce que tu as peu de caractères. De l'autre côté, il faut que ça soit quand même suffisamment personnalisé. C'est pas une mince affaire, mais on y arrive, et donc ça va être des messages LinkedIn, des emails, etc. Après, on utilise des frameworks comme AIDA, Basho, des croisements en fait un petit peu de ces différents frameworks, aussi en fonction des cibles qu'on adresse. Par exemple, sur la cible qu'on va cibler des C-level de grandes entreprises, ça va être plutôt le framework Basho qu'on va utiliser. Là, je parle de tout ça, c'est vraiment en automatique, bien entendu. Donc, c'est ce qui nous permet de pouvoir avoir des messages qui soient percutants et après aller atteindre ces scores-là. Et pour toi, un bon message de prospection, c'est quoi? Déjà, c'est un message où tout n'est pas centré sur soi-même et sur sa boîte. Je pense que ça, c'est important. La réalité aujourd'hui, c'est pour ça que nous, on est, je dirais, un petit peu opposé à l'approche en template, même si il faut être conscient qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a des gens qui savent faire du template très qualitatif en fonction de certains données d'intention, etc., très fortes. Malheureusement, c'est pas représentatif de 100% des équipes sales et marketing du marché. Et donc en fait, nous, on prend un peu le contre-pied de cette approche en template en étant centré sur des informations qu'on va voir, qu'on va observer autour de l'entreprise et de la personne, pour surtout lui montrer qu'on s'est intéressé en fait à elle. Donc ça, pour moi, c'est ça en fait la base, d'arriver à montrer qu'on s'intéresse à la personne. Et d'ailleurs, c'est le cas dans les messages LinkedIn, des emails, mais aussi par téléphone ou même dans un rendez-vous en fait. Parce que nous, on travaille la prospection, mais on travaille aussi les différentes étapes du cycle de vente.
Donc si tu arrives et que tu es percutant, tu t'es intéressé à l'autre, bah forcément la personne, le décideur, te voit d'un autre œil. Ça c'est hyper important. Finalement, c'est de l'hyper-personnalisation à l'ère où en fait la personnalisation ne suffit plus puisque juste remplacer le prénom et l'entreprise, tout le monde remarque tout de suite qu'on est dans de l'automatisation. Exactement, c'est ça. Donc c'est pour ça que justement, nous, notre mode de fonctionnement déjà, ça va être de générer tous ces contenus-là pour les équipes marketing, les équipes sales. Bien entendu qu'il y a de la relecture derrière, d'accord? Il y a du fine-tuning. Nous, on va partir du principe qu'on va opérer 90% du job. On va en fait gommer toute cette phase chronophage de faire des recherches, etc. Parce que, comme tu le disais, pour avoir cette hyper-personnalisation, il faut avoir accès à énormément de data. C'est long, en fait, à les récupérer. Nous, on va faire déjà cette première phase de travail. Et ensuite cette phase de copywriting pour mâcher un maximum de choses. Et en fait, on donne les clés aux équipes sales et marketing pour être plus efficaces à un moins de temps. Je pense que c'est aujourd'hui les codes à avoir en fait sur le marché pour arriver à se différencier en fait. Et comment ça se passe si tu as très peu d'informations sur un profil LinkedIn? Vous arrivez quand même à aller chercher des infos? Alors déjà, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas LinkedIn auto-centré. Ouais. On va aller chercher des données dans la presse, dans les données financières. On va vraiment agréger des données sur le web en entier. Donc là, je parle vraiment aux deux niveaux, niveau entreprise et niveau contact, ce qui fait que déjà, on ne va pas limiter que la donnée LinkedIn. Le deuxième point, c'est que dans les 2 derniers mois, on a lancé une nouvelle notion qui est le score de personnalisation. On est capable de scorer en fait la profondeur de personnalisation que derrière les messages vont avoir en fonction de toutes les clés qu'on va avoir sur la personne. Plus le score de personnalisation est haut, plus on a de data, plus on va avoir d'axes d'attaque différents. D'ailleurs, on propose à l'intérieur de Human Linker, que ce soit dans l'extension Chrome ou dans la plateforme, de régénérer à partir d'un autre élément de contexte. Okay. C'est-à-dire que par exemple, si tu vas avoir 2 ou 3 signaux différents dans les 2 derniers mois, nous, on va essayer d'identifier celui qui a le plus de pertinence par rapport à ta proposition de valeur. Mais derrière, on va être capable de régénérer à partir de, tiens non, je voudrais plutôt générer à partir de cet article de presse-là, le post LinkedIn. Et en fait, ça va régénérer, ça va donner un contrôle. S'il y a vraiment trop peu d'informations, en fait, le score de personnalisation sera beaucoup plus bas. Ça ne veut pas dire que les messages seront nuls, mais ça veut dire qu'ils seront un peu moins personnalisés. Malgré tout, même si tu as 20% de personnalisation, la réalité, c'est que ça sera quand même plus élevé qu'une personnalisation simple dans Hello First Name. Ouais. J'ai vu que vous travaillez dans telle entreprise. Tu vois. Et c'est un peu ça, nous, la démarche qu'on a aujourd'hui sur le marché, c'est en disant, ok, vous avez des scores faibles. Pourquoi vous avez des scores faibles? Parce qu'en fait, vous envoyez le même message à tout le monde. Tout le monde est fatigué de ça. Différenciez-vous en fait des autres. Ne pensez pas que l'AI va tout faire. Si vous recrutez des sales, c'est aussi pour qu'ils regardent les messages, qu'ils les améliorent. Et nous, en fait, on est vraiment dans ce mode de réflexion. On se dit, ok, c'est quoi le futur du métier de commercial? Sur quoi il faut réellement passer du temps? Et nous, on pense que justement, là où il faut vraiment passer du temps, c'est avoir des conversations avec des prospects et des clients et pas forcément passer du temps à aller chercher de l'info à droite à gauche. Et concrètement, moi je suis une entreprise, je veux faire appel à Human Linker, comment ça se passe? Tu as plusieurs solutions en fonction de la taille de ton entreprise, de ce que tu fais, des outils existants que tu utilises. Tu vas pouvoir soit passer en direct sur la partie self-service, donc qui est disponible pour tous, avec une période premium, et derrière qui est utilisable tous les mois en fait. Donc on a un quota de nombre de contacts sur lequel tu peux générer des analyses, créer des campagnes et envoyer, mesurer l'impact de tes campagnes. Donc ça, c'est une première possibilité. Donc tu peux découvrir Human Linker, tester une grosse partie de la valeur. La deuxième possibilité, c'est que si tu as une équipe commerciale de plus de 5 personnes, tu vas par exemple avoir Salesforce, HubSpot, Dynamics, ou même si tu n'as pas forcément de CRM pour le moment, tu vas pouvoir utiliser Human Linker et là, on va te délivrer 100% de la technologie. Et on va pouvoir accompagner en fait ton équipe dans sa montée en puissance sur la solution, avoir des sessions de formation, d'accompagnement. Et on se repose aussi sur un réseau de partenaires. On a 25 partenaires qui sont agréés chez nous. Quand il y a des grandes organisations commerciales qui ont besoin d'une grosse transformation, on va être capable de les connecter à un partenaire intégrateur, formateur, qui va faire la conduite du changement dans la durée pour accompagner sur la révolution de l'IA, comment faire de la vente moderne, etc. Puisque nous, on reste quand même un éditeur de software à la base. Donc ça fait 10 ans que tu es dans le développement commercial, si ce n'est plus. Comment tu as vu le milieu et les métiers évoluer? Ce qui est assez marrant, c'est que déjà moi en 2013, quand j'ai commencé donc vraiment en B2B, pour trouver les emails, tu vois, j'allais dans les mentions légales des sites, j'allais recomposer les emails, prénom, point, nom, etc. Ce que je pense, et ce qui est très bien pour l'équipe commerciale, c'est que le rôle de sales a beaucoup évolué. Déjà, on a vu arriver le découpage du cycle de vente avec des gens qui assurent une première partie, donc les SDR, BDR qui vont faire toute cette phase de qualification. Derrière, les account exécutifs, etc. Moi, à la base, j'assurais la totalité du cycle. Plutôt une expérience dans des startups, je dirais plutôt early stage, de moins de 100 collaborateurs, où j'arrivais, j'opérais la prospection, la vente
et l'account management. Donc j'ai pu connaître les différents postes et en fait l'évolution du rôle elle a énormément évolué. Il y a de plus en plus d'outils aussi qui sont apparus pour trouver les numéros de téléphone par exemple. Donc je trouve ça intéressant puisque la réalité c'est que je pense que ça a assez peu de valeur d'aller chercher ces datas-là à la main. Je pense que ce qui fait kiffer aujourd'hui quelqu'un qui fait du commerce, du business, c'est d'avoir des opportunités, c'est de parler avec des prospects, faire des propositions, tu vois. Cette phase trop exploratoire de chercher des datas, ça a peu d'intérêt. Malgré tout, ça a beaucoup de valeur pour impacter la suite du process. Donc ouais, ça a énormément évolué. Et alors, depuis l'arrivée de ChatGPT, je pense que là, c'est l'explosion, quoi. C'est une remise en question de beaucoup de choses. Nous, on est assez proche de l'écosystème du monde de la formation. Donc toutes les écoles qu'on peut connaître qui forment, je dirais, les commerciaux du futur. Il y a plusieurs types d'écoles. Hein. Et c'est vrai que nous, on soutient quand même pas mal tout ce qui va être en faveur de la vente consultative, en faveur de former aussi les jeunes générations, pas forcément que à la prospection, tu vois, mais vraiment à se dire, ok, comment je peux faire des vraies bonnes découvertes, comment je peux vraiment arriver à bien comprendre les problématiques de mes prospects, etc. Je trouve justement que les écoles forment assez bien les étudiants aux nouvelles méthodes ou elles sont restées hyper traditionnelles? Pas toutes. Okay. Pas toutes. Il y en a qui font très bien le job. C'est celles avec lesquelles on est partenaire. Même s'il y a certaines écoles avec lesquelles on est partenaire qui sont encore que sur le début du cycle de vente. Mais je pense qu'elles vont faire évoluer leur stratégie aussi petit à petit. Néanmoins, voilà, il faut être conscient aujourd'hui que aujourd'hui, moi j'ai fait une école de commerce, j'en suis très content. Néanmoins, on ne va pas former à la vente. Donc en fait, nous déjà, ce qu'on trouve bien, c'est qu'il y ait maintenant des écoles qui soient vraiment spécialisées sur le sujet. Je prends l'exemple de Redis avec lequel on travaille beaucoup. Eux, ils accompagnent vraiment sur la totalité du cycle, tu vois. Qui vont vraiment aider sur la prospection, ils vont mettre un gros accent sur l'aspect de qualité, de personnalisation. Et après, derrière, sur toutes les étapes, ils vont former vraiment à toutes les méthodologies, voilà, de value selling, toutes les méthodes, les frameworks médics et autres. Ça va être vraiment des formations comme ça. Et en fait, c'est ce qui, pour moi, assure le meilleur avenir possible pour les jeunes générations, tu vois. C'est clair. Parce que en fait, tu es formé à des trucs qui ont un impact très fort et surtout que l'AI ne va pas pouvoir forcément faire à court terme en fait. Puisque tu vois, aux États-Unis, il y a de plus en plus maintenant là, de tests qui sont faits avec des callbots automatiques, avec des voix qui sont de plus en plus quali, etc. Ça va énormément évoluer en fait le marché. Donc il faut être prêt à cette transformation-là, même si on sait qu'en Europe c'est toujours plus long à arriver. Néanmoins, ouais, c'est des vraies transformations dans lesquelles on est. Et nous, c'est vrai qu'on s'est positionné dès le début dans un truc qui est hyper innovant. On était un peu trop en avance peut-être à un certain moment. Donc les gens n'avaient pas encore pris conscience de ces pain points-là, que les chiffres commençaient à baisser, qu'il fallait plus de personnalisation. C'est vrai que le monde du sales, du commerce évolue énormément et ça va s'accélérer encore plus. On a beaucoup opposé l'inbound et l'outbound. J'ai l'impression qu'on sort un peu d'une ère qui était très inbound et qu'on revient plus vers l'outbound. T'en penses quoi? J'en pense que dans les 14-15 derniers mois, il y a quand même une grosse crise qui est arrivée sur le marché. Je pense qu'avec tout le travail qu'a pu faire notamment HubSpot, qui a quand même bien révolutionné le monde de l'inbound, il y a toujours eu des retardataires. Donc on va dire que là, dans les 18 derniers mois, les derniers retardataires se sont mis à l'inbound. On a commencé à avoir en fait énormément de contenu sur le web, de plus en plus de webinars, de plus en plus de podcasts. C'est très bien parce que ça permet d'éduquer le marché, d'avoir du content. Sauf qu'en fait, historiquement, ça permettait de se démarquer. Sauf que finalement, ça ne permet plus autant de se démarquer. Donc il faut trouver des nouveaux relais. Donc on parle du outbound aussi maintenant avec faire venir, aller chercher, s'entourer de partenaires, etc. Le gros sujet, pour nous parler avec les directions commerciales tout le temps, c'est que dans des boîtes où les sales ne prospectaient plus parce que par exemple il y avait des SDR ou des BDR, tu reprends ton téléphone, tu prospectes parce qu'on n'a pas assez de leads, parce qu'il faut aller au charbon, etc. Et parce que c'est des années de crise, c'est compliqué en fait. Clairement. Si tu n'as pas une solution qui est vraiment must-have, ou vraiment ça résout une vraie problématique, ou si je ne mets pas en place ta solution, je suis dans la merde, entre guillemets, du coup c'est chaud. Donc en fait il faut beaucoup plus prospecter, il faut être beaucoup plus malin, il faut mieux s'entourer. Donc ouais, forcément que les boîtes sont obligées de faire de l'outbound. Et c'est aussi pour ça que on est pile dans le bon créneau, au bon moment, avec la bonne solution. Ça c'est sûr. Et justement, chez Human Linker, comment ça se passe dans vos pôles marketing et sales? Comment vous vendez? Alors on vend de deux manières, comme je t'expliquais tout à l'heure. Donc une partie en self-service. Aujourd'hui c'est à peu près 30% de notre activité. Donc là avec des gens, donc on a à peu près 13 ou 14 000 utilisateurs
dans 25 pays aujourd'hui. Là, ils viennent, ils testent une partie de notre produit et derrière, ils convertissent ou ils ne convertissent pas. Et s'ils ne convertissent pas, on travaille justement à les faire convertir plus tard avec différentes mécaniques, en faisant du retargeting sur LinkedIn, en ayant des flows d'emails de nurturing sur Intercom, etc. notamment. Et puis ensuite, on a une partie pilotée par l'équipe commerciale. Donc on a Romain qui est notre Head of Sales et donc il pilote une équipe aujourd'hui de 3 personnes. Et ces 3 personnes-là vont rentrer en relation avec des boîtes. Elles vont utiliser forcément notre technologie, pas à 100% du temps, puisqu'on a aussi pas mal de business angels, d'advisors qui nous aident à rentrer en relation avec des comptes. On fait aussi pas mal d'événements, on fait des opérations marketing, event, on fait, là par exemple en mai on a fait le salon Vivatech, pas mal d'initiatives comme ça. Ça nous permet de rencontrer des boîtes un petit peu plus grosses aussi et finalement d'essayer de couvrir un peu, je dirais, de la TPE avec le self-service jusqu'aux équipes commerciales de boîtes cotées en bourse. Donc nous on est obligé forcément aussi d'utiliser forcément la personnalisation dans notre approche parce que sinon ça pourrait être un peu problématique, quoi. Et tu es actif sur LinkedIn? Ouais, bien sûr. J'essaie d'être actif le plus possible. On met en avant un petit peu tout, les collaborations avec les partenaires, des réussites, des échecs, la manière dont on drive aussi avec mon associé la boîte, puisque nous on est dans un mode de fonctionnement hybride en fait. Okay. Donc on a un bureau à Paris, un bureau à Montpellier. Puis après on a des collaborateurs qui sont en télétravail dans différents endroits de France. Donc en fait on aime se retrouver à peu près tous les 2 mois, 2 mois et demi. Souvent on loue une maison quelque part en France. Et du coup on co-construit la boîte comme ça en fait. Trop bien. Donc c'est plutôt cool et on met ça en avant aussi sur LinkedIn. Ça permet aussi de montrer aux gens un peu comment on construit la boîte et que c'est pas juste des lignes de code et un robot derrière Human Linker, c'est que c'est aussi des vrais gens, des vrais humains et je pense que c'est important, quoi. C'est quoi la culture sales chez Human Linker? Écoute, la culture sales déjà, elle est forcément centrée autour de quelque chose de qualitatif et de personnalisé, ça c'est évident. Déjà c'est un peu dans l'ADN de la boîte, forcément, par rapport à déjà ce qu'on commercialise. Nous on utilise différentes méthodologies, on utilise Spice, on utilise Medic par exemple. Notre rôle vraiment c'est de faire de la vente consultative, donc nous on n'a pas du tout une approche qui est agressive. Dans la vente, on n'est pas là pour faire de la vente en one shot, c'est pas du tout notre mode de fonctionnement, mais on est là déjà pour voir si vraiment on peut répondre à un gros enjeu ou pas. Ça nous est déjà arrivé en fait de faire un meeting de 30 minutes et de dire écoutez non, on pourra pas vous aider, allez voir telle ou telle autre société du marché. Parce qu'en fait, ok, on va vous vendre quelque chose, mais si c'est pour que dans 2 mois, c'est pas la peine. Vous disiez que ça ne correspond pas, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, nous on est vraiment très centré sur la vente consultative, vraiment arriver à comprendre l'impact business derrière chaque décision, chaque problématique, et pour arriver à corréler ça, et arriver à mettre en avant, dire ok, votre état actuel dans votre boîte, c'est ça les chiffres, vers où on peut aller, est-ce qu'on est sûr de pouvoir aller les chercher ou pas. De plus en plus aussi, en fait, quand on n'est pas sûr de pouvoir accompagner à 100% la boîte parce qu'elle a de trop gros besoins en termes de transformation, on va vraiment recommander un partenaire pour travailler ensemble sur le deal parce que en fait il y a vraiment un accompagnement important à mettre pour faire que la collaboration elle réussisse. Et parce que c'est bien d'avoir des outils, mais s'il n'y a pas aussi des boîtes qui soutiennent, des partenaires qui soutiennent la transformation, c'est des fois compliqué pour certaines boîtes. Donc voilà, c'est un peu notre mode de fonctionnement là. Et puis après, il faut dire qu'on est aussi beaucoup accompagné par nos investisseurs. Donc on a accès à certains réseaux et à certaines mises en relation qui font que bien entendu, on doit avoir quelque chose de constructif et de véritable, de vrai. Et c'est qui vos clients aujourd'hui? Nos clients, ça va de la TPE jusqu'au grand groupe coté en bourse. Donc on va autant travailler avec des startups TPE, PME françaises qu'avec des groupes comme Téléperformance, Randstad, Intelsia, Disneyland Paris Events, des boîtes comme ça. Donc vraiment différents types de boîtes, différents niveaux de maturité digitale. Tu vois, on travaille par exemple avec les équipes commerciales du groupe La Dépêche du Midi à Montpellier. Donc c'est eux qui éditent le Midi Libre par exemple ou d'autres journaux locaux. Mais on va travailler aussi avec Lucas Software qui est un très beau software RH. Donc on va dire que maintenant on a un produit qui est évolutif, qui peut vraiment s'adapter en fonction de ton organisation, tes outils, tes équipes. Donc voilà. Tu trouves que la prise en main de votre outil, il est compliqué pour certaines des entreprises que vous accompagnez? La prise en main de l'outil en soi, non, elle n'est pas compliquée, elle est hyper simple.
Néanmoins, il y a des équipes qui partent de loin au niveau digital et au niveau outils commerciaux au global. Donc je pense que c'est surtout venir leur montrer une nouvelle manière de faire en fait. Tu vois, tout le monde n'est pas habitué à utiliser des outils de sales automation pour faire étape 1, étape 2, si la personne ne te répond pas, il se passe ça, etc. Donc nous, j'ai envie de dire qu'on gomme énormément de pain points qui sont la collecte des informations, la génération du texte. C'est notamment les problématiques principales des gens qui vont utiliser les outils de sales automation. Ils n'arrivent pas forcément à trouver les bons contacts. Derrière, ils n'arrivent pas forcément à écrire les bons messages, les bons contenus pour faire des segments d'audience. Nous, on va quand même gommer ces trois zones, tu vois. On va recommander les contacts qualifiés en fonction de critères. On va trouver les datas qui vont servir à la personnalisation et on va copywriter et ensuite envoyer. Okay. Donc, j'ai envie de dire qu'en termes de prise en main, tu as un peu tout qui est fait. Voilà. Néanmoins, tu as des gens qui sont, il faut beaucoup plus accompagner parce qu'en fonction de leur maturité digitale, leur appétence à faire de la prospection sur les réseaux sociaux. Voilà. Puis après, il faut se dire aussi qu'il y a des boîtes qui, via cette révolution AI, etc., et aussi du fait que le marché se tend, qui se disent ok, moi j'ai mes commerciaux en fait, ils ont même pas de compte LinkedIn, ils font l'email mais one-to-one et ils font que de l'appel. Donc en fait, j'ai besoin, même s'ils sont pas du tout prêts, j'ai besoin de les faire transiter dans quelque chose de complètement nouveau. Ça va mettre du temps à arriver, tu vois, mais je suis obligé de le faire maintenant. Parce que sinon, tu vois, c'est un peu comme début des années 2000, tu as toujours la référence, les agences immobilières qui ont voulu faire un site internet, celles qui n'en ont pas fait, ça peut être fatal en fait. Donc il y a pas mal de DIRCO qui essayent de faire transiter leurs équipes comme ça. Des fois, c'est un peu dans la douleur. C'est aussi pour ça qu'il faut de la formation, du coaching, etc. derrière, quoi. Donc voilà. C'est quoi vos perspectives d'évolution? Donc les perspectives de croissance pour nous, développement, ça va être fin 2024 de faire une nouvelle levée de fonds pour continuer à accélérer. Donc on a pour ambition de s'implanter aux États-Unis physiquement. Parce que là on est présent déjà en termes de clients qu'on va gérer à distance aujourd'hui. Donc ouais, 2025 pour nous c'est l'accélération internationale. Donc avec deux focus, UK, US. Donc on a vraiment pour objectif d'être un des leaders sur le sujet de la prospection personnalisée grâce à l'IA. On ne travaille pas que le sujet de la prospection, c'est pour ça que dans les mois à venir aussi on va lancer pas mal de nouvelles initiatives en lien avec la prospection téléphonique, en lien aussi avec la préparation des meetings pour une efficacité plus forte. Et c'est-à-dire justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça va se passer? Bien sûr. Déjà le premier sujet c'est qu'aujourd'hui pour faire de la prospection il n'y a pas que les emails ou les messages LinkedIn, tu vois, il y a aussi le social selling, donc ça on l'utilise déjà, on génère des commentaires LinkedIn qu'on va intégrer dans les étapes des séquences par exemple. Dans les innovations aussi sur lesquelles on travaille tout ce qui est lié autour de la voix. Donc générer des LinkedIn Voice Notes à partir de textes générés par Human Linker, issus de profonds contextes autour de l'entreprise et de la personne. Et après sur le sujet du téléphone, où c'est quand même hyper utilisé, en fait il y a un constat, c'est qu'il y a trop d'appels loupés aujourd'hui dans les équipes commerciales, où ils ont trop peu de contexte, ils appellent des gens qui sont mal qualifiés. On lance une initiative sur la prospection téléphonique personnalisée. Je ne peux pas trop en dire plus pour le moment, mais globalement ça va permettre de passer des appels téléphoniques quasiment avec le même volume, mais avec un niveau de qualité qui sera complètement démultiplié. Bien entendu, sans faire un grand teasing, c'est lié à ce qu'on sait déjà faire aujourd'hui, en termes d'analyse de data, de compréhension de l'interlocuteur en face, de sa personnalité, comment il faut aller amener les choses. Donc voilà. Et tu as déjà une date de sortie? Ouais, ça va être sur fin Q3, début Q4 2024. Et donc continuer à monter en puissance aussi dans les objectifs sur les différentes verticales qu'on adresse, avec des déploiements aussi en cours assez importants. On est quand même dans un marché qui est en transformation constante. Si on ne continue pas à investir en fait des budgets d'innovation assez forts, c'est compliqué de garder l'avance. Donc là aujourd'hui on en a, on est très content d'en avoir, mais il ne faut pas se reposer sur ses acquis et il faut continuer à avancer. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn? Ouais, LinkedIn principalement, Twitter, mais moi je ne suis pas très actif. Ok. Et puis après il y a des webinars, des vidéos sur YouTube, pas mal de contenu à gauche à droite, sur des événements aussi. Vous publiez beaucoup sur votre blog aussi? Ouais, on publie pas mal sur le blog. On fait pas mal de webinars, que ce soit
en France, au UK, aux US, avec certains des partenaires qu'on a. Ok. Donc ouais, franchement, il y a pas mal de contenu du coup à lire et moi j'essaie d'être actif pas mal sur LinkedIn. Trop bien. Merci beaucoup Thibaut. Merci à toi.